On dit souvent que la femme est le pilier du foyer, la base de la famille. Mais quand on est femme et analphabète, quelle est réellement notre place et notre pouvoir de décision à la maison? Peut-on être considéré comme un pilier lorsque l'on n'a pas de réelle autonomie? Ce sont des questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Coucou les filles, ça va? Ça va, et toi? Ça va. Cool. J'adore ce verre. Merci. Ouais, Merci. You know, sometimes. Je savais qu'elle allait dire ça. Toi aussi, t'as tenu très belle, ma chère. Merci. Comment ça va les filles? Alors, ça va. Ça va. Bon, alors aujourd'hui, on parle du lien potentiel entre le fait d'être une femme analphabète et de ne pas réellement avoir de pouvoir de décision au sein du foyer. On sait que les femmes au foyer ne sont pas forcément des femmes qui ont mené des études, en tout cas à un stade avancé. Est-ce que ce fait peut être un désavantage dans la prise de parole, dans la place que l'on a, même si on est la personne qui commande finalement, qui est censée commander à la maison et décider ce qui se fait? Est-ce que c'est réellement le cas? Alors, écoute, en Afrique, déjà que lorsqu'on va à l'école, on a beaucoup de mal, nous les femmes, on va dire, à pouvoir s'imposer. Ouais. Alors, imagine quand tu es analphabète, tu n'as pas forcément, je dirais pas l'esprit de discernement parce que c'est un peu trop, mais tu n'as pas forcément l'esprit critique où tu ne peux pas avoir de débat. Tu ne peux pas essayer de trouver des formules pour pouvoir négocier ou échanger. Et c'est un peu malheureusement réducteur de ne pas être allé à l'école et de ne pas pouvoir justement discuter avec son mari. Et l'homme, justement, à ce moment-là, il profite malheureusement de ce manque on va dire, de connaissances et d'instruction pour encore plus, on va dire... comment je dirais, on va beaucoup plus piétiner la femme. Et soumettre aussi. Et la soumettre. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'incite toutes les femmes qui ne savent pas lire encore, qui ont la possibilité d'aller... d'apprendre même. C'est gratuit, il y a des ONG qui sont là. Il faut vraiment, c'est important d'apprendre à lire et de savoir ce qui se passe autour d'elle. Oui. Parce que ça lui permettra d'être un peu plus indépendante. Il faut qu'on fasse attention à ne pas faire l'amalgame entre la jugeote, le fait d'être bonne négociatrice et intelligente, et le fait d'avoir un débat en fait et un débat instruit. Je pense qu'effectivement il peut y avoir un lien. Mais oui, il y a quand même des femmes qui sont pas éduquées, non, tout à fait. Qui ont une parole. Mais des femmes qui par exemple qui ont grandi en ville, qui regardent la télé tout le temps, débrouillardes, etc., qui sont débrouillardes. Mais combien sont celles justement qui savent pas lire mais qui sont en ville et qui comprennent les choses par rapport à celles dont je parle qui sont vraiment dans des contrées, on va dire dans les milieux ruraux où malheureusement elles n'ont même pas le droit de dire oui ou non à quoi que ce soit, quoi. Oui, c'est ça, c'est que plus la femme a un niveau scolaire réduit et plus l'homme pense qu'elle est pas intelligente en fait. En fait, les hommes ont tendance à faire le rapprochement entre l'intelligence et l'école. Ce qui pour moi n'a pas lieu d'être en fait. Et c'est des femmes comme ça qui n'ont même pas le droit d'intervenir même dans l'éducation de leurs enfants. Où est-ce que les enfants vont passer les vacances, dans quelle école ils vont aller, c'est pas toi qui payes. De toute façon, tu connais quoi à l'école pour savoir quelle est l'école qui est bonne pour un enfant ou pas. Ce qui est absurde parce que, encore une fois, traditionnellement, on estime que c'est la femme qui doit commander les choses du foyer. C'est la femme qui est responsable de l'éducation des enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui enlève l'endroit où on vit, qu'est-ce qu'on mange? En fait, l'homme fait juste la pluie et le beau temps dans le foyer et tu es là seulement, tu subis. Ma question, c'est si vous n'aimez pas ça, pourquoi est-ce que vous épousez des femmes qui n'ont pas d'instruction? Exactement. Peut-être pour avoir le pouvoir et pour... peut-être parce que quelque part, finalement, c'est plus facile de la... de la manipuler, de la gérer, de la soumettre. De la soumettre, c'est le mot. Exactement. Écoutez, les filles, comme d'habitude, on va porter la question sur la place publique. Pensez-vous donc que les femmes au foyer qui sont donc analphabètes sont écoutées, ont un pouvoir de décision dans le foyer? On va écouter vos réponses. Pour les prises de décision, je pense qu'on n'a pas besoin d'être lettré ou dire quelque chose. Voilà. On peut s'exprimer de façon tordue, même si on peut le dire, mais
pour des prises de décision, une femme, peu importe son statut, elle peut s'exprimer. Ah, c'est pas un souci. Voilà. Parce que souvent, il y a des gens qui sont lettrés, comme on le dit, qui, lors des prises de décision, qui disent des choses qui sont nulles. Voilà. Donc, pour des prises de décision, ce n'est pas forcément avoir un niveau intellectuel assez élevé pour pouvoir décider de quelque chose. Non, non, non. Donc, pour ma part, une femme analphabète peut s'exprimer. Voilà. En Afrique, nous sommes basés trop sur la tradition. Donc, la femme analphabète n'a pas sa place dans les conseils de famille. Elle est toujours soumise. Elle doit toujours être une femme respectueuse, soumise à son mari. Et son rôle, c'est de s'occuper des enfants. Puisqu'elle est soumise, on est en Afrique, hein, on n'est pas dans les pays modernisés. C'est aujourd'hui, avec l'évolution, qu'on voit que dans des couples, on s'occupe un peu des décisions de la femme, sauf si la femme travaille. Voilà. Mais la femme analphabète, vous-même, vous voyez la dame qui est à côté, là, en train de braiser son maïs, elle a quel mot à dire? On va toujours dire, toi tu es là pour faire les enfants, tu es là pour le foyer, tu n'as rien à dire devant les hommes. Au fait, même, on ne va même pas l'appeler même dans le conseil de famille. Même. On voit même dans les villages, sous là-bas, par là, les femmes ne sont jamais là, ce sont les hommes qui sont là. Elle a un mot à dire, parce qu'elle vit avec l'homme. S'il y a des décisions à prendre, les deux doivent les prendre ensemble. Il doit consulter sa femme. Ce n'est pas parce qu'elle est analphabète qu'elle n'a pas droit au mot. Le foyer leur appartient à deux. Elle peut prendre aussi des décisions, elle peut donner des conseils à son mari parce que c'est son aide. Moi, je pense que ça pose des problèmes parce que tu peux ignorer ce dont tu as droit. Donc, au vu de ça, le monsieur aussi, comme il sait que tu es analphabète, il peut prendre des décisions sans te consulter. Et tu ne peux pas réagir parce que tu ne connais pas tes droits. Aller à l'école, ça peut te donner l'occasion de connaître tes droits. Tu peux interpeller monsieur s'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on n'a rien à dire, puisque dans sa vie privée qu'elle fait, on n'a rien foutu dans sa vie. Hein. Donc elle peut rien me dire. Elle ne connaît rien dans la vie. On ne peut pas aller quelque part avec elle. Eh Seigneur. Alors vraiment la chute, la fin est triste. Non. C'est quand même aïe. Eh Dieu. Elle connaît rien dans la vie. Après, je me permets de défendre cette femme, c'est le chauffeur de Gbaka qui parle, donc c'est pas grave. Ça n'a pas trop d'impact. Ça n'a pas trop Parce que lui-même, d'impact. est-ce que lui-même il est vraiment lettré d'abord? Parce que je pense que ça justifie un peu son point de vue. Franchement, Oui. Elle a rien foutu dans sa vie. Les gens n'ont pas eu les mêmes chances. Mais le respect, même eu la chance d'aller à l'école. Et c'est pas parce que je suis pas allée à l'école que j'ai pas mon mot à dire. En fait, c'est une insulte envers lui-même, sa propre mère. Parce que elle a rien foutu dans sa vie. Comment? Elle t'a mise au monde. Bien sûr. Donc après, oui, alors soit les femmes au foyer, soit elle travaille. Dans tous les cas, elle fait des choses. Oui, bien sûr. Et être femme au foyer, c'est un boulot. C'est un travail à temps plein. Un vrai boulot même. Non, vraiment, il m'a énervé. Hein. Nous tous, il nous a énervé, je te jure. Nous toutes, pardon. Bon, les filles, on va accueillir nos invités du jour aujourd'hui pour justement continuer, poursuivre le débat sur la place des femmes analphabètes dans le foyer, dans la prise des décisions en particulier. Aujourd'hui, nous avons Priscilla Quenom, qui est donc médiatrice de famille, et Rosine Mondé, actrice et comédienne, et qui nous a déjà visité sur le plateau des femmes d'ici. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci. Re-bienvenue, Rosine. Merci. Toujours aussi coquette et jolie. Jolie, joviale, tout. Toujours, l'humeur au beau fixe. Vous allez bien, Priscilla? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Alors, on parle aujourd'hui donc du lien entre le fait de pouvoir prendre des décisions, de mettre même des règles dans la famille, dans le foyer, et l'analphabétisme. Est-ce que le fait d'être quelqu'un de moins éduqué, de non lettré, ça nous handicape dans une certaine mesure à ce niveau-là? Alors, moi, je pense pas. Je pense pas, de prime abord, je pense pas que le fait d'être analphabète empêche une femme de participer à la prise de décision dans un foyer. Je me rappelle bien cet adage qui dit que c'est la nuit qui porte conseil. Donc en Afrique, quand on dit que c'est la nuit qui porte conseil, c'est justement parce que le mari s'en réfère à son épouse pour lui demander qu'est-ce qu'elle pense de telle ou telle situation. Parce que je sais qu'en tant que femme, nous sommes... j'ai comme l'impression que les femmes sont intuitivement intelligentes. Absolument. Intuitivement intelligentes parce qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'aller à l'école pour comprendre certaines situations. La preuve, nos grands-mères,
n'étaient pas lettrées, mais elles étaient de très belles conseillères pour leur mari. C'est vrai. On ne les voyait pas siéger au conseil de famille ou sous l'arbre à palabre, mais c'est elles qui montraient un peu le chemin à suivre à leur mari. Oui, mais est-ce que c'est pas forcément, finalement, le fait d'être dans l'ombre à donner des conseils, est-ce que c'est la même chose que d'être la personne qui va dire, OK, on décide, c'est comme ça qu'on fait. C'est pas la même chose. Si, chez moi, on dit que c'est la personne qui fait la commission. Quand je dis, par exemple, va dire à Jacqueline qu'elle est vilaine. Donc, quand tu vas dire à Jacqueline qu'elle est vilaine, on dit que c'est toi qui as dit, c'est pas celui qui a fait la commission. Et pourtant, c'était pas ton idée de départ. C'est quelqu'un qui t'a impulsé ça. Donc, finalement, qui prend les décisions, c'est les femmes. Ouais. Mais combien finalement, ça c'était aussi à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que tu es dans ton foyer, parce que tu n'es pas allé à l'école, tu subis en fait. Monsieur veut ramener des gens pour les vacances, tu es là seulement un matin, ils ont débarqué. Personne ne t'a consulté sous prétexte que de toute façon, tu ne payes pas de facture. Et puis, qu'est-ce que tu as à dire? C'est ton mari qui prend les décisions. Est-ce que ça, encore de nos jours, c'est acceptable? Bon, et on a observé l'évolution de la société. On est parti d'une société purement traditionnaliste à celle dans laquelle nous sommes en ce moment, qui est vraiment hybride. Et malheureusement, je ne parle pas de tous les hommes, mais malheureusement, on remarque de plus en plus des hommes un peu complexés. Et donc, ce complexe-là fait qu'ils ont l'impression que demander à la femme de les aider à prendre des décisions, c'est comme s'ils se rabaissaient. Mais est-ce que quelque part, même certains hommes, certains de nos frères, comme on dit, ivoiriens, ne font pas exprès même d'aller chercher, comme on dit, des femmes au village, pour éviter d'avoir les problèmes de certaines femmes, comme on dit, les femmes en ville, qui leur tiennent tête. Parce qu'on entend beaucoup, regardez-moi les commentaires que j'en ai eu, par exemple, avec un monsieur, le Bakaman, là. Est-ce que c'est pas la réalité? Parce qu'en réalité, c'est une partie de la réalité qui est là, de la population. À votre avis? Mais je pense qu'il faut aussi être un peu objectif sur le fait que nous, femmes modernes, nous n'avons pas hérité forcément de nos mères la façon de communiquer dans un foyer, la façon de faire passer le message sans donner l'impression que c'est nous qui voulons prendre la décision. D'accord. Je le vois beaucoup dans mon métier parce que je fais de la médiation de couple. Je m'appelle coach de paix parce qu'on essaie de ramener un peu la paix dans les foyers. Et j'apprends de plus en plus aux couples qui viennent à communiquer, mais vraiment de façon non violente. Donc, une femme, à la limite lettrée, a l'impression que je suis allée à l'école, j'ai un bac plus 5, donc mon mari n'est pas tellement allé à l'école, donc à la limite, je suis plus intelligente que lui. Donc quand il dit 1, je dois dire 10. Oui. Et donc je dis 10, donc c'est sur mon 10 là qu'on reste. Et c'est ce que je dis qui est vrai parce que moi, je suis instruite. Vous dites qu'on est moins diplomate quand on est... Voilà. D'accord. On est moins diplomate aujourd'hui, on ne sait pas communiquer. Mais dans l'inverse, c'est exactement ce qui se passe aussi. Quand c'est l'homme qui est allé à l'école en face d'une femme qui n'a pas d'instruction. C'est comme ça qu'il se comporte. C'est pas faux. Toi, ce que tu dis, ça n'a aucune valeur parce que tu n'es pas allé à l'école. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, en fait. Ce que moi, je dis, non seulement je suis le chef de la famille, c'est moi qui ramène l'argent. En plus de ça, je suis allée à l'école. Tu as quoi à dire devant moi? Ça va peut-être vous écouter un petit peu, Rosine. Oui. Est-ce que ça me fait rire. Vous pensez quoi Rosine, pourquoi? Ça me fait rire, tu vois. Ce sont des hommes, comme on dit dans le jargon, les malots, là. Donc, le gars, ça va prendre la femme au village, ou bien, bon, quelque part, elle n'est pas là à l'école. Quand tu sais très bien qu'elle n'est pas là à l'école, puis tu l'as épousée. Donc, elle a un droit sur tout ce que tu fais ou tu dis. Parce que la femme qui est là, on dit souvent, la femme, quand tu vas à l'église, tu as le don de discernement. Tu peux ne pas aller à l'église, mais avoir le don de discernement. Donc, la femme qui est là, elle sait ce qui est bien pour l'homme, ce qui n'est pas bien pour l'homme. Donc, il y a deux catégories de femmes aussi. Il faut qu'on sache ça aussi. Il y a deux catégories de femmes. Il y a des femmes qui ont la tête sur les épaules. Ces femmes-là, quand leurs hommes leur disent quelque chose, ah, mon mari fait ci, mon mari ne fait pas ça, parce que si tu fais comme ça sera comme ci, ça sera comme cela. Mais il y a d'autres façons de modèle de femmes-là. C'est les femmes, bon, moi, écoutez, moi, ma tête tourne, là, je dois vivre ma vie. Bon, elles vivent toujours au présent. Donc, c'est ce genre de femmes-là
à qui on ne doit pas demander d'avis, si quoi que ce soit, pour dire aide-moi à faire ceci, mais aide-moi à faire cela. Mais c'est là à l'école. Mais c'est là à l'école. Oui, bon, ça, vous parlez de traits de personnalité, finalement. Tu vois, non? Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre le fait, par exemple, d'être donc, en général, on dit que le problème principal de l'analphabétisme, ou une des conséquences, c'est le fait qu'on va avoir un manque d'autonomisation chez les femmes. Donc, peut-être qu'elles ont des activités génératrices de revenus, mais c'est peut-être un peu plus précaire qu'une femme qui a étudié et qui a donc pu avoir un métier un peu plus, ou une profession un peu plus stable. Est-ce que justement le côté, comme DJ le disait, je n'ai pas finalement de revenus très stables et ma contribution aux charges du foyer est limitée, ne donne pas aussi ce côté, écoute, tu peux pas décider de ce qui se passe parce que finalement... Moi, je pense que c'est pas normal. Oui, mais c'est le cas ou pas? Oui, c'est le cas, mais c'est pas normal. Ce n'est pas parce que la femme n'est pas autonome, comme on le dit, qu'elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit dans la maison. Bien sûr. Tu vois? Et puis c'est toi-même qui dois faire ta femme. Si elle ne connaît pas, elle n'est pas là à l'école, il y a des choses qu'elle ne connaît pas, tu peux lui montrer. Elle le sait à son tour, elle peut te montrer. Donc, je pense que les hommes n'ont encore rien compris. La meilleure des femmes, c'est la femme qui n'est pas allée à l'école. Ah oui. Ça, c'est carrément autre chose. Moi, c'est mon avis. Celle qui n'est pas là à l'école. Expliquez-nous comment. Non, je te dis, elle a reçu une éducation de grand-mère à maman. Donc, elle connaît tout. Le contour du foyer, comment rentrer, comment sortir. C'est une éducation d'expérience. Vous rejoignez Priscilla, en fait, qui dit que justement, la femme, l'éducation d'avant, en réalité, la femme qui n'est pas allée à l'école, c'est la femme, en fait, qui est douce, qui arrive à être plus diplomate qu'une femme qui est lettrée, qui est allée à l'école. Mais tu sais qu'elle est à l'école, elle dit, mais écoutez, toi, tu es allée à l'école, tu as bac plus 5, moi, il n'y a pas plus 10. Tu vas me dire quoi? Dans la maison, elle aller à l'école, c'est pas non plus venir être arrogante dans le foyer. C'est ce que je veux dire. Mais de nos jours, même là, les femmes là sont comme ça. Celles qui sont déjà allées à l'école, même l'arrogance là même là. Il faut qu'on dise la vérité. Non, mais l'arrogance là même, plus même que... On fait le procès des femmes éduquées aujourd'hui. C'est quoi? Nous, on pensait qu'on avait fait quelque chose de bien. Elle s'est dit, quand le mois finit, elle dit, présent monsieur. Toi, c'est quand le mois finit, présent monsieur. Donc, on a la même chose. Mais si on doit lier la prise de décision au pouvoir d'achat, dans l'autre sens, qu'est-ce que ça devient? Parce qu'il y a des femmes bien lettrées qui ont des boulots, qui travaillent dans de grosses instances, avec des maris qui n'ont pas de boulot. Bien sûr, bien sûr. Et qui respectent leurs hommes aussi. Leur mari, qui savent leur donner la place qu'il faut donner à un homme. Et puis, il faut dire aussi que les femmes qui sont analphabètes et qui se marient aujourd'hui, est-ce que souvent c'est par choix qu'elles se marient avec cet homme-là? Est-ce que c'est pas parce qu'elles ont aussi besoin de quitter leur situation pour avoir, on va dire, une autre, pour vivre dans un foyer, voir une situation. Beaucoup de mariages sont financés. Et malheureusement, ce ne sont pas des mariages vraiment régis d'amour, en fait. Vous partagez un peu ce que je veux dire? Oui, parce qu'il y a des cas comme ça où justement on se dit « Ah, je suis une femme, j'ai un certain âge, il faut que je me mette avec quelqu'un, tout le monde me regarde en famille, j'ai déjà 36 ans, j'ai pas de mari. » Donc, et hop, on saute. On rentre dans un mariage. Ouais. C'est moi, je vois que souvent aussi, la femme, elle est au village, elle n'est pas allée à l'école. Le monsieur a une femme qui est bien nantie, là. Donc, mais sa famille ne l'aime pas. Donc, comme ça, sa belle-mère peut lui dire... Voilà. Là, sa mère peut lui dire non, celle-là n'est pas bien, mais celle qui est au village, c'est la meilleure des meilleures. Donc, parce qu'elle peut être plus soumise. Elle est plus soumise. Elle est plus soumise, elle me respecte, elle va au champ, m'envoie du fagot, de la banane, du manioc. Donc, elle est la meilleure que l'autre qui est l'autre C'est pas l'expression, c'est quoi l'expression? C'est pas papy a gâté la tête? Même papy a gâté sa tête. On connaît papy aussi, là. Ça veut qu'un aimé ne respecte même pas. C'est ça qu'ils disent, non? Moi, je pense que c'est juste une question de paramétrage, de reparamétrage de la femme actuelle et moderne que nous sommes aujourd'hui. Réapprendre à communiquer. Et communiquer surtout de façon non violente. C'est un art. C'est un art pour faire passer des décisions. C'est un art pour discuter de choses même fâcheuses sans arriver à se fâcher. Et donc, dans mon métier, on le fait souvent, on apprend à communiquer, on apprend aux autres à communiquer de façon non violente. C'est très important, parce que l'homme, c'est quand même l'homme. C'est le chef de famille, quoi qu'on dise. Qu'il ait un boulot, qu'il n'ait pas de boulot, qu'il soit court de taille, grand de taille, etc., etc. C'est l'homme, c'est le chef de la famille. Donc, nous, en tant que femmes, même si on a un bac plus 50, on doit le remettre à sa place d'homme. Et nous,
connaître aussi notre place de femme et savoir comment passer le message pour que la prise de décision soit effective. Alors, on doit partir en pub, mais après, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que dans tous ces codes de communication là, que vous faites, où vous apprenez à la femme à être plus douce et à savoir quelle est sa place, est-ce qu'il y a aussi la même chose qui est fait pour l'homme? Bien sûr, on va en parler dans bien sûr. Bien sûr, le même travail est fait. Quelques instants pour poursuivre le débat, tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. On parle aujourd'hui de la femme analphabète et de la place qu'elle a dans le pouvoir de décision dans le foyer. On est en compagnie de nos invités du jour, Priscilla Quenum, qui est donc médiatrice familiale. Vous avez dit coach de paix, c'est ça? Et Rosine Mondé, actrice et comédienne. Alors, juste avant de partir en coupure pub, vous nous disiez que vous avez tendance, donc surtout ces derniers temps, à éduquer un petit peu les femmes d'aujourd'hui à une meilleure communication, qu'elles sachent quelle est leur place et quelle est la place de l'homme. Parce qu'on ne devrait pas remettre en cause le fait que l'homme est le chef de la famille. C'est ça. Pour que la communication soit harmonieuse entre les deux, il y a aussi un travail à faire du côté des hommes. Avec l'époux, oui, Ouais. tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous remarquez chez les hommes qu'il faut aussi améliorer pour que ça fonctionne? Bon, au niveau... Oui, pas pour faire le c'est vrai que vous dites l'homme est le chef de famille. L'homme aussi, il faut qu'il apprenne à De toute communiquer. façon, on a fait la sauce des femmes, et on va faire aussi la sauce des hommes. Enfin, bon, nos hommes actuels, justement, je vous disais tout à l'heure que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont complexés. Et donc, le complexe pourrit la relation. Parce que le complexe fait qu'on a tendance à empêcher l'autre d'être ce qu'elle est ou d'être ce qu'il est. Et donc, il faut apprendre à l'homme à reconnaître la femme qui est à ses côtés comme son vis-à-vis, non pas comme une concurrente. Ce n'est pas un ring. On ne vient pas pour faire une démonstration de force. Voilà. Donc, on se met ensemble par amour. Donc, on doit manifester l'amour dans dans tous les domaines de définition du couple. Voilà. Donc, c'est déjà de demander, d'apprendre aussi à ces hommes-là à communiquer. Parce que je donne un exemple. Je suis devant la télé, je regarde Novelas. Et puis, tu arrives et ta première réaction, c'est de dire, mais c'est quoi ça? Tu es toujours en train de regarder Novelas. C'est une réaction un peu violente qui peut amener la partenaire aussi à être violente. Réagir violemment, Elle aussi, c'est tout à fait, bien Réagir sûr. tout à fait violemment. Donc, comment cet homme peut amener, justement, sa femme à le respecter? Parce que c'est une question de réservoir d'amour. Donc, si mon réservoir, il est vide, c'est clair que le tien aussi va être vide. Et on dit que la femme est un incubateur. Donc, c'est ce qu'elle reçoit qu'elle multiplie. Donc, si elle reçoit de l'amour, elle va multiplier l'amour. Si elle reçoit de la peine, elle va multiplier la peine. Mais si elle reçoit, par exemple, de l'attention, elle va donner de l'attention. Au-delà de ça, toujours pour revenir au rapport financier, il y a certains hommes qui n'ont pas grand moyen, qui vivent difficilement avec leurs femmes, mais qui sont qui ne les intègrent toujours pas dans la prise de décision. C'est-à-dire que lui-même, c'est pas pour dire qu'il a l'argent. Lui-même, là, c'est chaud sur lui. Mais sa femme, là, plutôt que de l'associer, parce que c'est chaud pour tous les deux, pour faire avancer la famille. Non, lui, malgré ça. Donc, pour moi, je pense que c'est plus un problème d'ego que d'argent, finalement. Et puis, il y a la question aussi de l'éducation à la base. Absolument. Parce que des fois, dans ce travail qu'on fait, on est obligé de repartir à la base, poser des questions. Comment vous avez grandi? Dans quel type de famille? Qui était le père? Qu'est-ce que le père a fait? Voilà. Beaucoup de traumatismes, de blessures antérieures qui continuent de hanter la personne. Donc, c'est un travail vraiment au quotidien qu'il faut faire. Et ça m'amène à vous demander justement, ce genre de personnes-là, des hommes qui ont des problèmes d'ego, finalement, ils vont vers les femmes analphabètes. Est-ce que c'est pas aussi, ça n'emmène pas un peu vers d'autres dérives? Parce que les hommes, justement, qui ont besoin d'avoir un pouvoir sur ces femmes-là, souvent peuvent aller très très loin. Ça peut partir sur des abus, ça peut partir sur des violences. Est-ce que vous en avez rencontré, ce genre de bien sûr, parce personnes? qu'en fait, c'est des hommes déjà blessés à la base, comme je disais tout à l'heure. Ils sont blessés par leur passé. Ils ont reçu des blessures dans l'enfance qu'ils n'ont pas su... dont ils ne sont même pas au courant. Conscients de ça. Voilà, ils sont purement inconscients qu'ils sont blessés. Donc, c'est dans le travail qu'on fait au quotidien qu'on se rend compte que, attention, on a affaire à un homme qui a même peut-être été violenté lui-même.
ou qui a subi même des sévices sexuels et tout, qui n'a jamais osé en parler et qui est là aujourd'hui, qui est marié, En fait, on donne ce qu'on a. Ouais. On donne ce qu'on a. On a été traumatisé. Si vous êtes une personne joyeuse, vous allez être toute joyeuse avec les autres. Si vous êtes une personne amère, vous allez être amère avec les autres. Et si vous êtes blessé, vous allez blesser les autres. C'est comme ça. Enfin, il y a des personnes qui quand même arrivent à sortir, à se guérir. Oui, elles se soignent. Voilà, ouais. exactement. Elles se soignent. Alors, j'ai envie de revenir peut-être à la prise de décision en tant que telle. Je pense que en parlant autour de ça, on ne touche pas finalement du doigt la décision en elle-même. À votre avis, quelles sont les décisions que les femmes doivent prendre et qui concernent le foyer et celles qui reviennent au chef de famille. Qu'elles soient analphabètes ou pas. Voilà, exactement, tout simplement. Parce qu'il y a déjà ça, c'est vraiment un débat, parce qu'on va vous dire, non, finalement, l'homme, il doit décider si. La femme, finalement, elle sait plus qu'elle conduit le train, en fait. Donc, c'est pas ça, elle exécute les décisions, c'est ça? Ouais. Quelle décision la femme prend C'est pas vraiment qu'elle exécute les décisions. Allez-y, Rosine. Désolée. Comme elle est dans le métier là même, là, c'est vrai que quand elle parle, elle écoute seulement. Là, il y a des gens qui sont nés mauvais. Il n'y a pas à faire d'éducation dans ça. Là. Il y a des gens qui sont nés mauvais, n'ont pas été traumatisés. Non, rien de rien. Ils sont méchants comme ça de nature. Le gars même va marier sa femme, mettre la dame dans sa maison. Mais tellement c'est un frivole là même là. Quoi. Ça fait qu'il n'a pas de cœur même pour les femmes. Tu vois? Donc, il va maltraiter la femme comme il veut. Maintenant, la décision, je reviens à la question, à ta question, c'est que dans le foyer... Quand on est à la maison, on décide de quoi quand on est femme? Dans le foyer, la femme a droit à participer aussi aux choses... Aux décisions? Aux décisions, et puis prendre, comment on appelle, d'autres charges aussi en choses... Financières aussi, pour aider son mari. Oui. Mais par exemple, est-ce que c'est elle qui va dire, par exemple, moi je préfère que les enfants aillent dans telle école et pas dans celle-là? Est-ce que c'est elle qui doit... Elle a le droit de dire à son mari aussi que mes enfants doivent partir dans telle école. Parce que moi, quand je vois mes camarades, les enfants de mes camarades aller là-bas, c'est une école où on enseigne bien, donc je veux que mes enfants partent là-bas. D'accord. Elle peut prendre cette décision aussi. Voilà. Et puis si c'est un homme aussi qui est béni même, là, elle va dire oui, effectivement, ce que ma femme m'a dit, c'est la vérité. Okay. Donc, il faut aussi écouter. Oui, parce que pour moi, le bon sens voudrait que si jamais on estime que la femme est l'éducatrice, par exemple, tout ce qui concerne l'éducation devrait automatiquement, naturellement, lui incomber en termes de décision. Maintenant, Priscilla. Ouais, bon. C'est malheureusement pas le cas, souvent. Non, mais je veux dire, ça paraît cohérent, non? Moi, je pense que, de toutes les façons, la loi dispose, non seulement pour les femmes illettrées, pour les femmes lettrées. Ah, il y a une loi pour ça? Justement, oui, non, je veux dire, de manière générale. Le jour du mariage, le maire, il dit clairement que les décisions sont prises de commun accord. Oui. Donc, normalement, elle doit participer à toutes les prises de décision. C'est ça. Ça, c'est la loi. Et je vous entends. Et en fait, je sais que la loi dit ça. Et tous les mariages ne se célèbrent pas à la mairie. À la mairie. Et même si on te prend, on vient, on te dépose là, tu fais les enfants. Voilà, mais même quand ils sont célébrés à la mairie, parfois, c'est régi par les pratiques, en fait. C'est plus que ce qui est prévu par la loi. Tout ce que je demande, c'est est-ce que finalement, dans un couple, il ne devrait pas y avoir des pans du foyer qui appartiennent à la femme? Non, moi je pense que s'il y a une bonne communication, les prises de décision sont communes. Moi, ce que je voulais vous demander en tant que médiatrice, une femme qui est analphabète, qui n'a malheureusement pas souvent le droit de dire quelque chose, parce que son mari l'en empêche. S'il y a quelque chose qui la travaille, qu'elle a envie de dire quelque chose à son mari, comment est-ce qu'elle doit s'y prendre pour que l'information puisse passer, que son mari puisse l'écouter? Déjà, s'il y a une peur à discuter ou à dire des choses, c'est qu'il y a un problème lié à la communication. Donc, c'est ce problème lié à la communication qu'il faut régler. Il est dû à quoi? On cherche les causes de ce problème. L'homme peut être quelqu'un qui veut autoritaire, par exemple. Ça peut être un féodal. Imaginons qu'il est autoritaire, par exemple. Si on imagine qu'il est autoritaire, si elle ne sait vraiment pas s'y prendre, elle peut contacter un professionnel, une médiatrice ou un coach comme je suis. Un membre de la famille. Ou un membre de la famille. Bon, en général, les membres de la famille, ils n'ont pas d'impartialité. C'est ça. Ils n'ont pas d'impartialité, ils ne sont pas neutres. Parce que moi, là, si ma nièce vient me voir, ma première réaction, ce sera la réaction d'une tante. Ça ne sera pas la réaction d'une médiatrice ou d'un coach. Je réagis d'abord comme une tante. Ah bon, il t'a fait ça? Avant maintenant de revenir peut-être à moi, peut-être. Si je veux bien. Donc, il faut aller vers les spécialistes. Il faut aller vers les spécialistes parce qu'eux, ils ont la possibilité d'être neutres.
C'est ça. Et de voir la chose d'un œil professionnel. Est-ce que ce sera bien vu aussi? Ce sera bien perçu par le mari aussi, c'est tout. Bon, après, ça dépend de comment est-ce que le professionnel aussi explique. Non, déjà, si on est analphabète, on suppose qu'on n'a pas de moyens financiers, à quel moment est-ce qu'on va avoir un coach? Et puis en plus, si le mari est violent ou s'il est colérique, comment est-ce que tu emmènes la personne et donc c'est toi qui envoies quelqu'un pour... Oui, c'est ça. De toute façon, on peut coacher la personne sans que le mari ne sache qu'elle est en train de coacher. Il y a des cas sociaux. Oui, il y a des cas sociaux. C'est un peu ça que je vous demande. Si le mari même, on peut pas faire intervenir quelqu'un que la dame elle a besoin d'aide, qu'elle ne sait pas s'y prendre. Bien sûr, moi je coach des femmes qui sont là dans mon collimateur, mais les maris ne savent pas qu'elles sont coachées. D'accord. Ils ne savent pas. Non, généralement, les femmes qui sont coachées, comme elle dit là, c'est les femmes qui sont là à l'école. Celle qui n'est pas là à l'école, elle va te trouver où pour dire oui, mon mari me fait ci, mon mari me fait ça. Elle est assise là, elle a mis son bébé au dos. Elle a même l'impression que c'est normal. Pour elle, c'est normal. J'ai fait comment? Mais mes enfants, à cause de mes enfants, je suis là. Et puis, ils te blessent tous les jours. Tu vois, c'est dangereux. Donc, c'est bien des femmes qui ne sont pas là. Donc, vous donneriez quoi comme conseil, Rosine, donc, à ces femmes-là qui, elles, n'ont pas forcément connaissance, elles ne savent pas forcément qu'il y a des coachs qui existent ou peut-être pas les moyens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se tourner vers qui? Ses amis? Oui, qu'elle fréquente les gens. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas là à l'école, mais elles sont très intelligentes. Bien sûr, très intelligentes. C'est pas une question d'intelligence. Elles se documentent d'une manière, pas dans le papier, mais dans la parole. Tu vois, nous, j'écoute les gens. Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi aujourd'hui, même dans l'audiovisuel. Voilà, elle regarde la télévision, elle écoute la radio. Souvent, quand les gens causent, elle dit, hé, dans ça, on fait ça aussi. Je vais lui demander. Donc, elle demande au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle atteigne les dames comme les coachs. Les coachs. Donc, depuis ça, elle parle. Donc, ça fait que... Mais oui, on apprend comme ça, c'est vrai. Donc, mais en même temps, on apprend aussi comme ça aussi en même temps. Tu vois. Donc, elle fait un peu jusqu'à ce qu'elle les atteigne. Qu'elle atteigne. Ma soeur, voici ce que j'ai vu dans mon foyer. Mon mari me fait tant. Maintenant, c'est elle maintenant qui l'a même sur le chemin, quoi. Est-ce qu'il y a des cas de figure où la communication, on peut essayer toutes les méthodes possibles et imaginables, le coaching, et ça ne fonctionne pas? Et dans ce cas-là, il faut se faire une... C'est une question de volonté. C'est d'abord une question de volonté. Moi, je sais ce que je sais faire. Tu viens me voir, je t'explique comment on le fait. Je te donne des exercices à faire. Et puis après, c'est toi qui, sur le terrain, qui les fais ou qui choisis de les faire ou pas. Ça ne dépend pas que de nous, il y a aussi une personne en face. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Donc, à un moment donné, quand on se rend compte que blocage définitif, ça peut être un cas d'incompatibilité, ça peut être un cas où vraiment ça ne colle pas du tout. Il y a des cas comme ça. Oui, et puis c'est des cas comme ça. Donc... Et la différence, justement, avec la femme, on va dire, qui n'est pas allée à l'école ou qui n'a pas les moyens, c'est qu'elle est obligée de rester dans cette situation. Oui. Parce qu'on lui dit, malheureusement, le mariage, c'est difficile, c'est dur, il faut supporter. Au-delà du mariage, même dans les familles, quand une femme n'est pas... Déjà, les femmes n'ont pas vraiment la parole dans les familles. Mais en plus de ça, quand elles ne sont pas allées à l'école, on les associe à rien, finalement. C'est que toi, tu es juste là, on prend les décisions, on vient te dire, bon, voici ce qui a été décidé, quand hier, on s'est rencontrés. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, tu subis. C'est ça qui est dommage. Et le monsieur a dit, la dame a dit plutôt, elle est en train de vendre ses bananes braisées, quelle décision elle va prendre pour son foyer? Alors que c'est absolument pas normal. Quel est le rapport entre le fait de dire je suis d'accord avec cette action-là ou pas et la vente de bananes? Le pire même, c'est l'agent des bananes, là. Il va venir chercher pour aller faire le choix. Je t'ai dit. C'est qu'il va laisser là. C'est de quoi payer une nouvelle banane pour aller s'asseoir. Encore tu sais, Mathilde se réveille et te dit, écoute, bon, comme hier, je n'ai pas pu mettre carburant dans ma voiture, tu ne peux pas me faire près de 10 000 pesos. Près là, ça devient palable. Pardon, donne mes 10 000 francs, j'allais chercher mes bananes pour braiser. C'est même au moment de faire ce prêt-là qui devient doux. Oui, chérie. Oui, mais après, quand la caisse, maintenant, ça fait qu'il change. 5 000 là, le soir, je vais te rembourser. Ça fait qu'il change, tu vois, non? Et puis l'insulte, maintenant, autant va là-bas, tu n'es pas dans la tendance, là, tu vas mettre les gens. À côté de 10 000 francs, je vais te donner. On dirait que c'est l'expérience vécue. Rosine, c'est de l'expérience vécue ou bien? Non, moi, je n'ai pas vécu ça, mais j'ai déjà vu ça. Moi, en tout cas, moi, j'ai l'homme le plus doux. C'est pas si pour le moment le plus doux, hein. Ça, c'est une bonne chose. Il est gentil, vous décidez. Oui, il est bien gentil, attentionné. Vraiment, s'il acceptait que je rentre dans ce milieu de cinéma, c'est que c'est un homme qui est comme moi. C'est lui qui m'a déposé même matin. Je lui ai dit, je vais faire une émission. Il m'a déposé. Donc, c'est un homme qui est attentionné, il est bien doux, respectable. Vous avez une fille déjà qui a au moins 20 ans, quelque chose comme ça. Oui, elle a 22 ans. Elle, est-ce que vous lui donnez des conseils dans son foyer, dans comment elle doit comment faire pour... Non, moi, elle n'est pas encore dans un foyer. Elle doit travailler d'abord.
Parce que monsieur ne travaille pas à part d'un foyer là. Oui, donc voilà. Moi, je viens pour avoir un foyer. Il faut qu'elle travaille d'abord. Là, si le monsieur dit pain, dit pain. C'est ça. Mais c'est tellement Donc c'est soit l'éducation, en tout cas le travail. Au moins Le travail moins, d'abord. c'est important. Mais non seulement tu as eu le travail, mais si le monsieur dit, ben, mais il faut qu'il y ait au moins un minimum de respect. S'il déborde, là aussi, elle attaque bien. C'est ça, c'est Parce juste. que on ne doit pas quand même se soumettre à eux seulement. Oui, c'est mon mari, c'est mon mari. Pourquoi? Ça ne devrait pas être des Il y a des attaques. mots où tu dois taper aussi sur la table aussi. Ça ne devrait pas être clair. des attaques. Ça ne devrait pas être des Il y a des attaques. moments où on peut taper Il y a sur des mots où tu toujours dois taper est-il. la table aussi. Bah, il y a quoi? Pas ton sur moi. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est là que vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas vraiment forcément une question d'éducation. Oui, c'est ça. T'en as mal, là. Tu tapes la table aussi un jour ou bien? Bien, On dit, mais quoi, écoute, à chaque fois, tu me rabaisses devant les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dois parler aussi. Il y a quoi? Non, c'est vrai. Et là, quand c'est comme ça, je pense que il y a. Il commence à baisser le ton un baisser peu. un peu le ton. Oui, de temps en temps, pas tout le temps. Voilà, mais de temps en temps. il faut au cas par cas, Oui, comme on au cas dit. par cas. Mais toujours est-il que c'est. On limite la casse. Merci Ouais. beaucoup à toutes les deux. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On doit poursuivre l'émission, le reste de l'émission. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Priscilla. Merci. Et à vous aussi, Rosine. Comme d'habitude, c'était un plaisir. Ouais. Toujours, vous mettez toujours l'ambiance. Ambiance. Dans la maison, à NCI. À très bientôt. Surtout, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. Les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, le numéro 4 de la TNT et 204 du Bouquet Canal. On va à présent passer à notre rubrique au top où la nutritionniste préférée, notre nutritionniste préférée, Dédé Yebovi, va nous dire si oui ou non on boit assez d'eau. Elle va nous rejoindre tout de suite en plateau pour au top. Coucou. Hello. Bonjour les filles. Avec ta bouteille carrément. Oui. C'est pour une démonstration pratique, c'est ça? Oui, aussi. Aussi, ou alors c'est juste parce que tu as envie de rester hydraté pour l'émission. Aussi, très important s'hydrater tout le long de la journée. Alors, buvons-nous assez d'eau? Oui, bon, ça c'est une question à laquelle vous allez peut-être savoir répondre à la fin de mon petit exposé. Faut savoir déjà pourquoi il est important de boire de l'eau. Il faut savoir que l'eau est indispensable pour notre organisme, en fait. Donc, le sang est principalement composé d'eau. L'organisme, le corps humain est principalement composé d'eau, donc 70% d'eau. Donc, transporter les nutriments, le cerveau fonctionne mieux quand il est bien hydraté. Transporter les déchets en dehors du corps. Réguler la température du corps, quand on a de la fièvre, quand il fait chaud, quand on vit sous les tropiques ici par exemple, on transpire beaucoup. Même si on ne voit pas la transpiration, on transpire quand même par la tête, ça s'évapore. Donc c'est important de s'hydrater correctement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne s'hydrate pas correctement? On meurt. Voilà. Avant ça. On meurt. Avant ça, entre autres. Entre autres. Vous savez qu'on peut survivre juste quelques jours sans boire, alors que manger, on peut survivre quelques semaines. C'est ça. D'accord ? Donc ça prouve encore une fois que l'eau est indispensable. Mais si on ne boit pas assez d'eau, ça commence par les maux de tête. Oui. On a mal à la c'est tête, vrai. on a du mal à se concentrer, on pue de la bouche. C'est vrai. Et d'ailleurs, alors, pour les maux de tête, je sens pendant le ramadan un peu. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai qu'on pue de la bouche. Voilà. Il y a de la confusion, on est irritable. Oui. D'accord ? Et plus on dure dans le temps sans s'hydrater dans la journée, ou dans les jours qui arrivent, là, on a les reins qui ne fonctionnent plus correctement, qui n'arrivent plus à faire leur travail. Et on peut avoir des infections urinaires. Donc, les personnes qui ont des infections urinaires, demandez-vous si vous vous hydratez correctement. Oui. Donc, ça peut être une des conséquences. Et on a aussi les personnes qui boivent trop. Si on boit, par exemple, je donne un exemple, si vous buvez 5 litres d'affilée, comme ça, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Ah ouais, Ouais, c'est vrai que c'est un nom, non? Ça s'appelle. Qu'est-ce que ça fait? Ça a le même effet, en fait, que quand on ne boit pas, quand le on manque s'hydrate pas. Ah oui, hein. Voilà. Mais c'est 5 litres, quoi. C'est énorme, quand même. Ouais, c'est énorme. Surtout que le C'est sang rare est que fait ça de arrive. 5 litres. Le corps a fait de 5 litres de sang. d'eau ou de sang, De je crois. sang. De sang, oui, pardon. Donc, il faut savoir aussi que les besoins en eau
diffère dépendamment de la période de vie et de la personne déjà. Donc un petit bébé, des bébés de 0 à 6 mois, ils ont besoin de 550 millilitres à peu près d'eau qui est apportée par les biberons, la tétée. Ils ne boivent pas d'eau proprement parler. Non, les 0-6 mois, non. C'est vraiment, tout est apporté par les biberons, la tétée. Et puis quand les bébés de 7 à 12 mois passent entre 690 et 800 ml, enfin je dis ml, mais c'est millilitres en fait. Ouais. Et quand on a déjà en 2-3 ans, c'est à peu près 1 litre déjà. D'accord. Ah oui. Posez-vous la question à la maison, est-ce que les enfants boivent assez d'eau ? Qu'ils aient toujours une bouteille d'eau dans le sac d'école, un verre d'eau toujours à côté d'eux. Surtout qu'en plus, ils courent beaucoup. Voilà, et ils s'en rappellent pas forcément, en fait. Ils n'ont pas le réflexe forcément de boire de l'eau, donc il faut leur rappeler souvent. Pareil pour les personnes âgées, parce que les personnes âgées, comme souvent, elles peuvent avoir des problèmes d'incontinence, donc elles vont se retenir peut-être de ne pas boire, mais c'est important de leur rappeler. Et quand on arrive à 14 ans, on commence à boire la même quantité qu'un adulte. Donc les femmes, on dit à peu près 1600 millilitres et les hommes à peu près 2 litres. Mais si vous voulez vraiment savoir quelle est la quantité d'hydratation dont vous avez besoin dans la journée, il suffit de prendre votre poids, vous multipliez par 0,03. Attends, j'écris ça quelque part. Mais là, c'est la quantité d'hydratation. 0,03. Sachant très bien que dans ce que vous allez retrouver, il y a 20% qui sont déjà fournis par l'alimentation. Oui, c'est-à-dire les légumes, les fruits, tout ce que vous mangez. Donc, parce que c'est vrai que les fruits et les légumes sont composés d'au moins 78% d'eau. Ouais. Donc, du coup, on s'hydrate déjà par là. Voilà pourquoi on dit que les femmes doivent boire au minimum 1600 millilitres. C'est à peu près 8 verres, en fait. Au minimum, 8 verres. Et 8 verres, un verre, c'est à peu près 200 millilitres. D'accord. Donc, je ne sais pas si je voulais dire quelque chose, Anna. Non, j'allais juste dire que moi, je suis clairement dans les 3 litres. Ah ouais. Super. Non, mais je sais pas, je pense que je dépasse. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que ça dépend aussi. Tu fais une activité physique, je pense. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend de mon niveau d'hydratation. Je bois tout le temps, en fait. C'est très à longueur de journée. T'es très hyper, voilà. Non, j'aime l'eau. T'aimes l'eau ? Moi aussi. C'est très bien. Moi aussi. Et j'en bois beaucoup la nuit. La nuit, je me réveillais, j'ai tout le temps soif, donc je bois, et après, bien sûr, je fais pipi. Ouais. Et moi aussi, je suis en train de courir. Mais bon, c'est mieux ça que pas. Moi, je veux savoir, est-ce que l'hydratation agit sur tout ce qui va être constipation et compagnie ? Oui, absolument. Donc, ça favorise la digestion. Donc, un petit conseil, c'est avant de manger, boire de l'eau. Pendant que vous mangez aussi, buvez de l'eau. C'est très important pour la digestion. Donc, les personnes qui sont souvent constipées, qui souffrent qui ont des hémorroïdes et tout. On nous dit toujours de boire pendant manger. Avant ou après. Avant ou après, mais pas au milieu. C'est vraiment aussi. Oh là, ça fait partie des mythes. Un jour, je vais en parler des mythes les plus... De l'alimentation. Et de l'alimentation sur le plateau. Mais on peut boire pendant qu'on mange. On peut boire pendant qu'on mange. Et certaines personnes n'aiment pas tout simplement le goût de l'eau. Donc, on a des petites astuces. Elle a eu des problèmes urinaires à cause de ça, parce qu'elle déteste l'eau. Moi, j'ai une copine C'était Coca, c'était jus, c'était machin. J'étais obligée, je suis sûre que tu m'as donné cette astuce, c'est de mettre de l'eau avec des fruits dedans, découpés. Et je lui ai dit, allez, tiens, je t'offre ça, et tu bois. Moi, j'ai une amie, elle peut faire 2 jours sans boire de l'eau. C'est horrible. C'est horrible, mais elle est en train de se... Oui, non, mais après, même la soif, elle ne la ressent pas. Enfin, elle boit d'autres choses. Mais en fait, il y a une règle. Moi, quand je reçois les gens en consultation, j'en parle systématiquement de l'hydratation. N'attendez pas, en fait, d'avoir soif avant de boire. Et le moyen le plus direct, en fait, de savoir si on a suffisamment bu, c'est de regarder la couleur de ses urines. Aussi simple que ça. Oui. Que ça soit pour les enfants, les personnes âgées, soi-même, la couleur de ses urines. Si c'est jaune, très, très jaune, si c'est orange, foncé, c'est que vous n'avez certainement pas assez bu. Ça doit être un jaune très pâle. Ouais. D'accord. Et je voulais ajouter, tu parlais tout à l'heure de l'eau aromatisée avec des fruits, on peut mettre aussi des herbes aromatiques. On sait aussi très bien que les tisanes, aussi, c'est une manière de s'hydrater. Le lait. Le lait aussi, apparemment. 90% du lait, c'est de l'eau. Donc, on peut s'hydrater avec du lait. Mais attention, thé, café, si on en consomme trop, c'est un effet diurétique. Donc, ça fait le contraire. Ça vous déshydrate. L'alcool,
encore pire. Donc, une petite astuce pour les personnes qui aiment boire de l'alcool ou qui boivent de l'alcool même de manière occasionnelle, c'est de boire un verre avant ou un verre entre chaque verre d'alcool, histoire de rester hydraté. Très bonne idée. Merci beaucoup. Écoute, les c'était filles. super intéressant comme d'habitude, Dédé. Et puis, bon voilà, hein, buvez de l'eau. Alors maintenant, nous allons porter notre regard sur une ONG qui œuvre en faveur des enfants défavorisés, l'ONG qui s'appelle Make Smile, si je peux bien le dire. Et nous allons accueillir en plateau Mokissi, je vais y arriver, Kwadjani, et c'est dans le miroir de Make Smile. Bonjour. Bonjour la Mokissi. Comment vous allez? Bien, et vous? Très bien. Bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Merci. Alors, on va commencer par une question basique déjà. D'accord. C'est quoi exactement cette organisation Make Smile? D'accord. Make Smile est une association, comme vous l'avez dit, qui œuvre à l'endroit des enfants démunis. Mais la particularité de Make Smile, c'est que nous apportons du sourire aux enfants des zones rurales, c'est-à-dire des enfants qui sont hors de la ville d'Abidjan, dans des endroits vraiment, vraiment reculés et qui ont vraiment besoin du nécessaire. Voilà. Et nous œuvrons dans l'éducation, nous œuvrons aussi dans tout ce qui est social, vraiment, vêtements, alimentation, vraiment besoin de première nécessité. En matière de dons, c'est ça? En matière de dons. Mais comment est-ce que vous arrivez comment vous recensez ces enfants-là? D'accord. Pour ce qui est du recensement des enfants, je dirais qu'au départ, si je peux revenir en même temps sur l'historique, ça a été vraiment une intuition, je dirais une intuition divine. Donc, la première édition, c'est une collecte qui a été lancée dans le cadre de mon anniversaire. Je voulais offrir mon anniversaire pour un arbre de Noël pour des enfants qui étaient dans la zone d'Issey de Daloa. Voilà, c'est une zone que je connais beaucoup et j'avais vu les difficultés de ces enfants-là. C'est eux-mêmes qui passent actuellement, voilà, ils n'avaient jamais eu d'arbre de Noël et tout. Ouais. Donc, l'objectif de départ, c'était 2500 dons, notamment des jouets pour l'arbre de Noël. Et on a vraiment surpassé cet objectif-là, on a eu près de 4000 dons. Voilà, j'avais monté une petite communauté avec des amis et tout. Et suite à ça, puisqu'on a créé une page Facebook, il y a des personnes qui nous contactaient. Même après. Voilà, même après en inbox, soit ils ont besoin de vêtements, mais des biens qu'on avait en notre possession et qu'on donnait. Et après, c'était un déclic. Je dis, bon, est-ce que ce n'est pas réellement une vocation? Est-ce qu'on ne va pas accentuer? Et c'est là qu'on a vraiment monté l'organisation dans ce sens où on a vraiment des équipes en Côte d'Ivoire et même hors du pays, notamment au Canada, en France, aux États-Unis, au Sénégal, à Londres. Et puis... Ce sont vos équipes, ça? Oui, ce sont des représentations pays et on a des équipes, on a des bénévoles, on est près d'une centaine de bénévoles. Voilà, Abidjan, y compris Abidjan et extérieur. Et puis intérieur aussi de la ville. Donc, au sein de cette équipe-là, dans le bureau, on a une personne qui est chargée de recenser un peu tout ce qui est orphelinat, centres, qui sont vraiment à l'intérieur et on fait parole de priorité. Et souvent aussi, on choisit en fonction des représentations qu'on a dans ces différentes villes. D'accord. Voilà un peu. C'est quoi une journée type? Quand vous vous réveillez, vous dites, bon, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Et aussi, surtout, par rapport à l'éducation. Quand vous avez parlé d'éducation, comment vous scolarisez ces enfants? Comment ça se passe? D'accord. Donc, on a 3 principales activités. La première activité, c'est la Noël des souris qu'on organise en décembre sur un arbre de Noël. La deuxième activité, c'est la rentrée des souris qui rejoint tout ce qui est rentrée scolaire. Et la troisième activité, c'est un don un souris. Un don un souris, c'est une sorte de SOS lancé à l'endroit des enfants vraiment, vraiment dans le besoin. On l'avait fait pour 2 enfants de la ville de Dabou qui n'avaient pas de vêtements et qui n'avaient pas de quoi payer leur scolarité. Donc, pour ce qui est de tout ce qui est le côté, je dirais, académique, le côté scolaire et tout, on va dans des dons, soit des dons en fourniture, en vêtements. Mais cette année, pour l'édition de fin 2021, on songe à faire un parrainage même des enfants sur le long terme. Parce qu'après, quand on finit de donner les dons, il y a une autre rentrée encore qui arrive et ça ne résout pas vraiment le problème. Donc les suivre sur la durée. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez quand même parlé d'une équipe qui est assez impressionnante en termes de déploiement à travers le monde, finalement. Comment est-ce que ça fonctionne en termes de levée de fonds? Comment est-ce que cette machine fonctionne? Comment vous arrivez à entretenir et à faire développer cette association? D'accord. Au départ, nous sommes allés sur des dons en nature parce qu'on voulait vraiment la transparence. Donc, quand on a une action, on lance une collecte
qui dure en moyenne 1 mois et demi. On fait tout ce qui est liste de besoins et les bénévoles en question sont des relais. C'est eux qui relaient la communication sur leurs réseaux sociaux personnels, Facebook, Instagram, voilà, WhatsApp et tout. Et à la longue, c'est eux qui réceptionnent en même temps les dons par secteur. Donc, par exemple, et on a des représentations hors du pays. Eux, ils réceptionnent aussi des dons. Pour la première édition, on a des dons qui sont venus de la France et tout, qu'on a acheminés. Mais pour les autres éditions, à cause de la pandémie, on n'a pas pu... Voilà, c'était plus compliqué. Donc, exceptionnellement, pour l'étranger, on acceptait de l'argent. Voilà, des gens faisaient des dons et on nous faisait les transferts en fonction. Donc, un bénévole, il est chargé à la fois de faire la promotion de l'association et de récolter en même temps les dons et tout. Et après ça, quand on a commencé à être un peu connu, il y a des partenaires qui nous ont approchés pour nous soutenir vraiment dans ce projet-là, en fonction de notre liste de besoins. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations? Oui, on a déjà travaillé avec une association dans le cadre notamment de Dabo, mais on n'a pas réessayé encore, mais on n'est pas fermé. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, votre succès sur le plan... même en termes de popularité, qui fait qu'il y a autant de personnes qui veulent vous suivre, qui veulent vous représenter à l'étranger? Il y a beaucoup d'associations qui finalement ont ce mandat aussi, les enfants défavorisés ou démunis. Qu'est-ce qui fait la différence Moi, je dirais dans un premier lieu que c'est une grâce divine. Voilà, je crois beaucoup en Dieu, je dirais que c'est une grâce divine parce que la façon même dont Make Smile a été pensé, c'était une intuition divine. Voilà, c'est comme une voie, un chemin qui m'a été montré. Et après, j'ai suivi ce chemin-là. Et je le dis tout le temps, je ne connais pas autant de personnes, je ne suis pas célèbre, mais c'est Dieu qui me dévance dans toutes choses, c'est lui qui ouvre les portes et tout. Et à côté de ça, il y a l'organisation qui est derrière et la transparence aussi. Parce que quand on fait une collecte, on est vraiment transparent. Quand on reçoit des dons, on prend des photos, on met sur la page. Quand on finit la collecte, on fait un point qu'on envoie à tous ceux qui ont fait des dons. On leur dit, par exemple, si vous n'avez pas donné de biens en nature, que vous avez donné, par exemple, 10 000 francs, voilà où l'argent est parti, voilà qui a reçu. Vraiment un plan détaillé qu'on envoie par mail. On a des groupes WhatsApp où on envoie à tous nos donneurs de souris. Bon, les personnes qui font les dons, les appellent les donneurs de souris. Donc, il y a vraiment ce suivi-là. Et après, il y a ce qu'ils voient, au fait. Donc, après, ça les met en sécurité quand on lance une autre collecte. Ils viennent et après même il y a d'autres personnes qui font des dons qui demandent à devenir bénévoles aussi. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on a réussi vraiment à créer ce réseau. C'est quoi la nature des dons? Est-ce que c'est des dons en termes d'argent, de jouets ou on peut donner autre chose? D'accord. Comme de la nourriture. Comme de la nourriture, exactement. La nature des dons varie en fonction de l'activité. Ouais. Je prends par exemple la Noël des souris. La Noël des souris, c'est un arbre de Noël. Donc, les premiers dons, ce sont des jouets. Mais à côté de ça, les enfants vers lesquels on part, ce sont des enfants qui n'ont pas vraiment le nécessaire. Donc, dans les jouets, on peut associer tout ce qui est denrées alimentaires. Mais chaque fois, quand on fait la liste de besoins, c'est en fonction, parce qu'on choisit des centres aussi, pour pouvoir mieux canaliser les choses. À part l'opération Un don, un souris, où il y a vraiment des enfants dans l'urgence, toutes les autres actions, on choisit soit un orphelinat, soit un centre qui est vraiment reconnu. On a des interlocuteurs, c'est eux qui recensent les besoins des enfants. Et sur la base de la liste qu'ils nous donnent, maintenant, on lance les collectes. Voilà. Là, au moins, on sait que tout ce qu'on donne, ça sert réellement. Ça peut être des vêtements, Oui, ça peut être des vêtements, ça peut être du riz, tout ce qui est alimentaire, produits d'entretien. Par exemple, dernièrement, on était à Mans dans une pépinière, une pouponnière plutôt. Et là-bas, on avait d'autres besoins, notamment des couches, du lait, voilà, des produits d'entretien. Parce que les enfants, ils ont entre 0 et 3 ans maximum, sont des enfants abandonnés. Il y a d'autres, leurs parents sont soit, excusez-moi du terme, mais une personne peut-être folle qui a été violée, donc ils ont dû lui arracher son enfant. Il y a d'autres aussi, la mère est morte en couche, donc le papa n'a pas réellement les moyens de s'occuper. Au lieu de jeter l'enfant, il l'envoie à la pouponnière et tout. Est-ce qu'on peut faire des dons spontanés? On n'est pas obligé d'attendre que vous fassiez un appel. On peut, à travers un numéro, on envoie. Oui, et ce serait bien que vous le donniez aussi. Parce que... Le contact téléphonique? C'est le 01 52 88 24 66. Vous pouvez le répéter une dernière fois? 01 52 88 24 66. Merci beaucoup, Mokissi, d'avoir été avec nous. Et puis tout le courage pour la suite et pour Make Smile. Vraiment, c'est une très, très belle initiative, ce que vous faites. Merci. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage. Surtout, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la toute dernière partie de cette édition. À tout de suite.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On a regagné notre labo, car vous le savez, c'est l'heure du Sans Tabou, tout de suite. Les filles, aujourd'hui, on parle de l'amitié, pas de la même manière que la dernière fois. On se demande, croyez-vous au concept de meilleur ami? Alors, juste avant que vous donniez votre avis, on a fait le sondage sur les réseaux et 54% des personnes interrogées ont répondu oui, j'ai une meilleure amie, entre guillemets, ou un meilleur ami. Et 46% des personnes interrogées ont dit plutôt non, meilleur ami, finalement, c'est pas un concept auquel je crois. Alors, de votre côté? Moi, je crois en l'amitié, mais pas au concept de meilleur ami. Parce que j'ai déjà eu des problèmes parce que je n'ai pas présenté des gens en tant que meilleur ami. Elles vont regarder cette émission Tant pis. Parce que je n'ai pas dit ouais, je te présente ma meilleure amie et que j'ai juste dit je te présente une amie. Une à amie, moi. oui. Des problèmes, c'est-à-dire? Des problèmes que oui, moi je te présente comme ma meilleure amie, mais toi tu dis que moi je suis pas ta meilleure amie et tout ça. Et en fait, ça existe encore. Oui. Oh là là, ça existe encore. Et en fait, avec les amis, ce qui se passe, en tout cas pour moi, c'est que je les ai rencontrés tous à des périodes différentes de ma vie, à des situations différentes. Et j'estime qu'elles m'ont toutes apporté quelque chose, chacune à leur niveau. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais conférer à l'une d'entre elles le statut de meilleure amie. Et au-delà de ça, je trouve que c'est emprisonnant. Parce que tu as quelqu'un qui sait peut-être tout de ta vie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis, mais elles ont des bribes d'informations sur ma vie. C'est pareil, moi aussi. Elles n'ont pas tu vas vers une personne pour quelque chose. Pour quelque chose. Quand j'ai envie de parler de spiritualité, je sais avec qui je vais parler de ça. Quand j'ai envie de parler de mec, je sais avec qui je vais parler de ça, de boulot, etc. Donc, elles ont des bribes d'informations. Donc, personne ne peut me nuire, en fait. C'est pour ça? Non, pas seulement pour ça, mais parce que je ne conçois pas qu'une seule personne ait tous les détails de ma vie, en fait, tout simplement. Je suis la seule personne à détenir cette information-là. Je vous donne un peu, on partage ça. Et puis, quand je suis avec toi, je partage des trucs avec toi. Ça se passe tranquillement. Quand je suis avec une autre personne, donc il n'y a pas de meilleur ami, en fait, qui tienne. Bon, après, le concept de meilleur ami, je me dis, c'est très, très, très ado. Très jeune. Oui, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie. Non, comme tu dis, moi, comme je dis, je les appelle pas meilleures amies, moi, je les appelle des sœurs. Parce que ce sont, comme tu dis, des personnes avec qui j'ai grandi, avec qui on a fait des années ensemble, on a fait les 400 coups ensemble et tout, tu vois. Et on est toujours là, tu vois, aujourd'hui, à 33 ans, on se parle, on s'appelle de temps en temps. C'est vrai qu'il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont trucs, on se parle plus comme avant. Mais quand on se voit, c'est toujours la même qualité des relations. Donc, je dirais pas, oui, celle-là, c'est ma meilleure amie ou quoi, parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Hein. Mais en tout cas, ce sont des amis avec qui j'ai vécu. Et pour moi, ce sont pas des amis, ce sont pas des meilleurs amis, ce sont des sœurs. Voilà. Après, je connais des gens, ce sont de très bonnes connaissances, ce sont des amis. Mais moi, à partir du moment où je dis, celle-là, c'est ma sœur, c'est que c'est ma go, quoi. Tu vois? C'est ce que je veux dire. Parce que je pense que, excuse-moi, Dédé, je pense que, en fait, c'est une question d'âge. Parce qu'en réalité, je me rappelle avoir été au lycée et avoir eu des amis très proches que je qualifiais de temps en temps de meilleure amie, celle-là ou l'autre, ou alors je disais mes meilleures amies, alors qu'en réalité, une meilleure amie, t'es censée en avoir une ou un. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que l'amitié, elle évolue avec l'âge, en fait. Déjà, en fonction de notre rythme de vie, quand tu t'engages, que tu te mets dans une relation, déjà, ton rapport aux amis va un peu changer, parce qu'eux aussi vont construire leur famille, toi aussi. Donc, comme tu dis, c'est peut-être des appels un peu moins fréquents, mais qui sont toujours, comme tu dis, toujours des moments de qualité. Mais voilà, donc en fait, c'est tes amis proches, c'est des personnes qui t'ont beaucoup apporté dans ta vie et qui sont peut-être entrées dans ta vie à des moments différents et qui ont beaucoup, beaucoup de valeur à tes yeux. Mais voilà, on n'est pas dans la possessivité ou dans la... Moi, déjà, c'est ça, le côté possessif, meilleur. Non, en fait, c'est pas ça. C'est un peu psychopathe, non? Exactement. C'est là que je te rejoins totalement. Et c'est ce concept-là que j'essaie d'inculquer à mes filles, en fait. Parce que quand mes filles elles me disent « Ah, mais c'est ma meilleure amie, je leur explique, en fait... Déjà, quand elle le dit, parce qu'une fois, une d'elles l'a dit en classe, elle sortait de la classe, elle dit « Maman, je te présente ma meilleure amie ». Et je sais qu'elle devant les autres, donc imagine les autres, ce que ça la frustration, ce que ça fait. Moi, je pars du principe qu'en fait, on a soit des amis, soit des connaissances. Ouais. Il y a des catégories, bien sûr. Dès lors que tu rentres dans la catégorie amis, ça veut dire qu'en fait, on partage quelque chose ensemble qui c'est plus profond, qui nous rapproche. Voilà, donc c'est là, toi, tu les appelles les sœurs. Moi, je les appelle tout simplement les amis. Ou les amis proches, oui. Voilà, mais pas de meilleur ami. Le concept de meilleur ami, moi, j'y crois pas. Quand j'étais, excuse-moi, parce que je prends mon expérience personnelle, justement, quand j'étais
quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, justement, adolescente, meilleure amie, tout ça. Après, on a des déceptions. Ouais, bien sûr. Ah, mais finalement, meilleure amie, ça veut dire Finalement, quoi? c'est ça. C'est surcoté. C'est très subjectif, Voilà, en c'est fait. exactement. Et puis ça fait des problèmes. Enfin, ça crée des problèmes. Enfin, encore une fois, à un certain âge, honnêtement, on ne devrait pas à mon avis, se fâcher parce Et que déjà, t'as moi, d'autres si amis ou je parce te que t'en présente rencontres et que je dis c'est mon ami, pour moi, ça veut tout dire, en fait. Oui, Ouais. bien sûr. Voilà, sinon, je peux juste te présenter, ah, c'est elle. Et puis, ça s'arrête là. Voilà. Parce que c'est vexant. Même à cet âge, comme tu l'as dit, Ça peut être tu peux avoir une amie qui dit « Ah oui, je vais voir ma meilleure amie ». Je dis « Ah bon, moi, je suis quoi pour toi alors Ah je fais- ouais, c'est ça. Tu vois, ça va, la route secours, quand ta meilleure amie n'est pas là, c'est moi qui t'appelle. Désolée, ouais, je passe. Tu vois, c'est un peu vexant, j'avoue. Moi, j'ai tendance à dire À notre âge. je veux dire. maintenant que mon mari, c'est mon meilleur ami. Oui, mais Parce c'est qu'en mieux, c'est ce que je passe tellement normal. de temps avec lui. Mais et c'est lui que, ton meilleur en fait, ami. En vrai, ça veut pas dire que mes autres sont pas très proches, mais en fait, on est Bien sûr. Mais si tu dois dire ensemble meilleur, aujourd'hui. c'est Donc, du normal. coup, En oui, réalité, enfin, c'est ça, le c'est la vrai personne- meilleur ami, c'est la ça. personne avec c'est qui tu partages tous beaucoup de les choses, jours, donc, matin, midi, soir, il est dans ton nez, tu es dans son nez. Là, c'est là, on dit meilleur ami. meilleur, le C'est ça, pire, pour il le voit meilleur et pour le pire. Après, tu as quand même besoin de tes Oui, sœurs, bien comme tu dis, sûr, tes amis bien ou même de tes sûr. frères. Parce que, bon, il faut quand même sortir de ce cadre familial, enfin, de sa cellule couple, quoi. Mais Ouais, de temps en effectivement, temps. la personne avec qui tu partages peut-être beaucoup de ton quotidien, c'est quand même C'est souvent- ça. Et c'est je la disais dans une autre de nos émissions c'est bien d'avoir un cercle de personnes sur qui tu peux compter. Ok. Tu sais que c'est des gens, peu importe l'heure, peu importe la situation, ils vont se sont là. battre pour toi, tout comme tu vas te battre pour eux si jamais ils sont dans une situation Bien sûr, difficile. absolument. Pour moi, c'est ça, les amis. On n'a pas besoin de coller une étiquette d'étiquette, dessus pour de dire que label. c'est meilleur ou que c'est pas meilleur, en fait. Ouais. Donc, voilà. Écoutez, on est toutes d'accord, on dirait. Ouais. On va voir justement si nos téléspectateurs ressentent les choses de la même manière. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir à ce sujet. Donc, pensez-vous ou croyez-vous au concept du ou de la meilleure amie? Partagez donc votre avis à travers des commentaires sur la page Facebook, notamment de la nouvelle chaîne ivoirienne. D'ici là, on se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle édition des Femmes d'ici. On vous souhaite une excellente fin de journée.